C'est donc la fin des questions au gouvernement. Le débrief, c'est maintenant. Nous allons revenir ensemble sur les temps forts de l'hémicycle. Et pour cela, j'accueille sur ce plateau en face à face avec Pierre-Henri Dumont. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député Les Républicains du Pas-de-Calais. Face à vous, Patrick Mignola. Bonjour. Vous êtes député MoDem de Savoie. Bienvenue à vous. Bienvenue à tous. Alors, que faut-il retenir de cette séance de questions au gouvernement avant d'en débattre sur ce plateau? Allons retrouver Daniel Sportiello, car vous avez suivi la séance depuis les tribunes, Daniel. Oui, Marion, j'ai retenu la question du député communiste Alain Brunel. Le député du Nord s'indignait des primes de départ exorbitantes obtenues par certains PDG qui partent à la retraite, comme l'ex-PDG de Carrefour, alors que l'enseigne connaît de très graves difficultés et qu'elle s'apprête à fermer 273 magasins de proximité et que plus de 2000 salariés vont se retrouver sur le carreau. Réponse du ministre de l'économie Bruno Le Maire: je partage votre indignation, on ne récompense pas l'échec. Il y a eu alors des ricanements sur la partie droite de l'hémicycle. Un député Les Républicains a alors crié: le gouvernement ne fait rien. Piqué au vif, le ministre de l'économie s'est tourné vers la partie droite de l'hémicycle et l'a interpellé: messieurs de l'opposition, les résultats sont là. J'ai personnellement appelé le PDG de Carrefour qui a dû renoncer à une partie de ses indemnités de départ. Alors effectivement, l'ex-PDG de Carrefour, Georges Plassa, puisque c'est de lui dont il s'agit, a renoncé à une partie de ses indemnités de départ de près de 4 millions d'euros sur une rémunération annuelle de 13 millions d'euros sur 2017. Merci à vous, Daniel, pour votre regard et je vous dis à la semaine prochaine. Tout de suite, le débat avec la question migratoire au cœur hier de cette rencontre franco-allemande et au cœur aujourd'hui de ces questions au gouvernement. Cette question migratoire qui sera centrale lors du prochain Conseil européen. Le député Sylvain Waserman a interpellé le gouvernement sur ses intentions en matière de propositions européennes sur cette question. Écoutez la réponse de Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères. Sur les migrations, il est très clair qu'il y a le souhait de travailler toujours plus avec les pays d'origine et de transit pour mieux prévenir les mouvements. Il y a l'idée de mieux protéger nos frontières avec Frontex qui va être porté à 10 000 hommes. Une véritable police aux frontières qui permettra de faire respecter la loi, le droit, puisque l'Europe est un continent du droit. Pierre-Henri Dumont, c'est par Frontex, notamment la protection des frontières extérieures, que doit être apportée cette réponse européenne aux défis migratoires. Il y a plusieurs réponses à apporter. Il y a évidemment une réponse européenne. Frontex en est une. Frontex aujourd'hui n'est pas utilisé à l'échelon européen. 10 000 hommes demain, c'est assez peu en réalité pour surveiller l'ensemble des frontières, en particulier des frontières maritimes et terrestres, d'une part. Et puis d'autre part, il y a aussi une réponse française à avoir. Et on ne peut pas se concentrer que sur la question européenne. Aujourd'hui, le gouvernement n'agit pas à la hauteur de ce qu'il devrait faire pour pouvoir appliquer réellement, d'une part, le droit d'asile, qui est protégé par la Constitution, et d'autre part, assurer les expulsions de tous ceux qui sont déboutés. Je rappelle que 96% des déboutés du droit d'asile restent in fine en France, et que ce gouvernement, dans son projet de loi de finances en 2018, a baissé les crédits qui étaient dédiés à l'expulsion de tous ces migrants qui sont déboutés du droit d'asile de près de 12% d'année à année. Donc on voit bien qu'il y a une volonté de ne pas expulser les déboutés du droit d'asile et en même temps d'accueillir plus parce qu'il n'y a pas de volonté de diminuer l'immigration. Patrick Mignola, vous partagez ce sentiment de Pierre-Henri Dumont sur cette duplicité supposée de la France? Non, je crois que c'est un sujet sur lequel il ne faut pas polémiquer. Non. Il n'y a pas de volonté de ne pas expulser. Moi, je vous rappelle juste une chose, c'est que les expulsions en 2008, lorsque Brice Hortefeux était ministre de l'Intérieur et faisait tout ce qu'il pouvait, semble-t-il à l'époque, pour expulser, n'étaient pas supérieures aux expulsions d'aujourd'hui. En réalité, si vous voulez... Vous conviendrez simplement qu'entre 2008 et aujourd'hui, les vagues migratoires étaient totalement différentes. Oui, et c'est bien le problème. C'est-à-dire si à l'époque on était capable seulement de renvoyer 8% des personnes expulsables, ça pose un véritable problème, puisqu'aujourd'hui il y a beaucoup plus de migrants qui sont à accueillir, à traiter, donc ça et le pèse cas beaucoup échéant, plus sur les charges publiques. à expulser. Donc dans ce cas-là, votre propos, qui est de dire qu'il faudrait forcément une solution nationale, en plus d'une solution européenne, ça nous fait retomber exactement dans la situation que nous connaissons déjà, s'il n'y a pas de véritable politique migratoire
européenne, L'un n'empêche un pas office l'autre. d'immigration et un office, comme l'a rappelé Jacqueline Gouraud tout à l'heure, un véritable office européen de l'asile avec les mêmes règles pour chacun, les mêmes J'entends bien. règles d'accueil, les mêmes règles d'instruction des dossiers et les mêmes règles d'expulsion. En réalité, on continuera d'avoir des passeurs qui s'infiltrent dans les différences entre les pays européens et qui se retrouvent ici ou là en fonction des politiques plus ou moins laxistes ou plus ou moins J'entends rudes bien. des pays. Simplement, L'Europe doit-elle se mettre d'accord sur des règles communes d'asile? Bien évidemment, il faut avoir des critères identiques, mais des règles d'expulsion existent déjà. Ça s'appelle les vols Frontex. La France, Mais c'est pas les mêmes. La vol, si. D'un pays à Il y a- l'autre, ce ne il sont y a- pas les il mêmes. y a- écoutez-moi, monsieur Mignola. Il y a des vols Frontex qui sont affrétés par Frontex, donc pour envoyer les migrants dans différents pays qui sont à disposition de tous les pays européens. Et la France n'utilise pas ces vols Frontex pour expulser les migrants déboutés du droit d'asile, au contraire, par exemple, de l'Allemagne. C'est-à-dire que des règles d'expulsion européennes existent déjà. Non. Par ailleurs, dans ce cas-là, par rapport à ce que vous venez de dire, je vous pose une question très simple. Pourquoi le gouvernement a refusé les propositions des Républicains qui sont arrivées par voie d'amendement en commission et en séance, qui visaient à refuser d'examiner une demande d'asile d'un demandeur d'asile qui est sur le territoire français et qui a été débouté de sa demande d'asile une fois en Allemagne, une fois en Suède, une fois aux Pays-Bas, une fois en Belgique. Vous Si parlez vous du voulez- projet de loi C'est Asile-Immigration. ça. Si vous voulez réellement être efficace dans la lutte contre les passeurs et contre l'immigration clandestine et donc contre ce trafic de chair humaine d'hommes et de femmes et d'enfants, il faut avoir des règles extrêmement claires et arrêter de subir ce cabotage, comme vous venez de le dire, de pays européens en pays européens et donc suivre les propositions des Républicains qui ont été soutenues par Manuel Valls ce matin chez Jean-Jacques Bourdin, puisqu'il a annoncé qu'il voulait faire voter des Patrick quotas Mignola, d'immigration. Alors pour moi, je vous donne répondre. un exemple très simple. En Suède et en France, le taux d'expulsion Mhm. des personnes de nationalité afghane reconnues comme telles sont extrêmement différentes. Et vous avez beau dire qu'il y a des règles européennes qui sont identiques, c'est 80% en Suède d'expulsion. Et je ne sache pas que la Suède passe pour un pays particulièrement dur en matière d'expulsion, alors que c'est seulement 24% en Allemagne. Voyez-vous, Mais il y a et- l'obligation, et- donc vous ne mais- pouvez pas dire que ce sont les républicains français tout seuls avec leurs petits bras qui vont régler le problème de la migration. C'est une ambition européenne pour partager une charge d'humanité, à la fois sur l'accueil, sur l'instruction de l'asile, et enfin sur l'expulsion. Il y a une juste question vous venez justement de européenne démontrer- qui se Vous venez pose. de démontrer justement avec ces différents chiffres que la question, c'est une question de volonté politique nationale, puisque les règles européennes existent et qu'il y a en réalité une volonté politique qui est plus forte dans tel ou tel pays. Et c'est le cas, par exemple, des taux de protection. On va ou les taux avancer d'expulsion. justement sur les propositions. Il y a une question qui se pose au niveau européen, c'est faut-il notamment des quotas? Faut-il des quotas d'accueil des réfugiés en Europe, Patrick Mignola? Non, je ne crois pas qu'il faille de quotas, parce que nous devons prendre en compte la responsabilité collective de chacun. Et donc, il ne s'agit pas de dire, bah, tiens, on va se répartir les difficultés ou la misère. Il faut dire, on ne peut pas laisser au seul pays d'accueil la charge de l'instruction et de l'expulsion éventuelle. Et c'est pour ça qu'il C'est-à-dire faut revoir revoir la le règlement de procédure. Dublin. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre les Italiens, et on voit ce que ça a donné lors des élections récentes, il ne faut pas laisser les Italiens tout seuls devant la difficulté. Et il faut être capable, à l'échelon européen, de se dire qu'est-ce qu'on fait pour les centres d'accueil qui sont aux frontières européennes et qui doivent être financés et organisés par tous les pays de l'Union européenne. Est-ce qu'on est capable demain d'organiser des centres d'accueil sur les pays d'origine? Parce que la véritable difficulté, c'est d'identifier quelle est la nationalité de ces personnes qui sont demandeurs d'asile. Parce que quand ils arrivent, souvent, ils peuvent choisir, prétendre qu'ils ont une autre nationalité que celle qu'ils ont réellement. Et c'est forcément au niveau du pays d'origine qu'il faut le faire. C'est-à-dire le devoir d'humanité, il part des pays d'où partent les migrants, il est ensuite aux frontières de l'Europe, et il faut des espaces européens, comme il existe de petites ambassades dans chaque capitale européenne, qui doivent se trouver à nos frontières pour pouvoir accueillir dignement, instruire dignement, et s'il le faut, évidemment, parce que personne n'est naïf sur la question de la migration, expulser. Une procédure justement de demande d'asile dans les pays d'où partent ces migrants. Est-ce là aussi une solution envisageable? Ce sont les fameux hotspots, on en a beaucoup parlé. C'est une solution qui peut être envisageable, mais qui est techniquement extrêmement compliquée à mettre en place. Ça veut dire simplement faire de l'ingérence sur le territoire d'un pays qui n'est pas le Ça nôtre. se passerait dans des ambassades. Il faut quand même que les pays d'accueil acceptent. Je pense que la Tunisie a déjà refusé de mémoire ce type d'établissement, d'ambassade, de camp ou de centre, en réalité. En Libye, on voit bien que c'est extrêmement compliqué, tant le pays est aujourd'hui failli.
Et donc il y a une vraie question qui se pose sur la faisabilité. Sur le papier, c'est très beau, mais je crois difficilement, malheureusement, dans la faisabilité. C'est une obligation absolue, c'est une affaire de volonté politique. Je préfère une volonté politique internationale que la volonté politique nationale et inutile que vous... Je suis député français, moi, je ne suis pas député européen, je suis désolé. Et donc, à partir de là... Prenez conscience que l'enjeu est européen, j'entends bien, mais il faudrait que chaque pays... je suis parfaitement d'accord avec vous, mais il faudrait que chaque pays assume également sa part. Et la France, aujourd'hui, n'assume pas sa part, ni dans la relocalisation. On sait qu'on n'a fait que 25% des chiffres qui étaient attribués, ni surtout dans les expulsions, puisqu'on l'a dit, aujourd'hui, il n'y a aucune volonté du gouvernement d'expulser. Vous contestez donc la ligne qui a été convenue hier entre la France et l'Allemagne d'une solidarité européenne sur cette question des migrations. Il faut une solidarité européenne, évidemment, c'est la seule solution, mais simplement la question de création des hotspots dans des pays étrangers qui refusent cette création des hotspots, on voit bien que c'est très difficilement quelque chose qui peut se mettre en place demain de façon efficace. Donc il faut qu'on prenne les décisions les plus urgentes aujourd'hui. Il y a une accalmie sur le front de la migration internationale. Mais rien ne dit que demain, par exemple, la Turquie ne va pas faire un chantage à l'Union européenne, rouvrir sa frontière et voir se déverser sur l'Union européenne 3 millions de réfugiés. C'est ça la réalité. Et il y aura d'autres enjeux au-delà de la guerre qui sont la France n'est pas prête, les pays européens ne sont... Et il y a également la question des réfugiés climatiques, du Bangladesh, on est tous d'accord, des différentes îles de l'océan Indien. Et la France, malheureusement, n'est pas prête et n'a pas mis en place ces différents process. Et la loi Asile-Immigration qui passe au Sénat en ce moment et qui va revenir à l'Assemblée durant cette session d'été ne règle pas ces soucis, malheureusement. Un dernier mot, Patrick Mignola. Trop de politique Mignola. pour régler un véritable problème international. Un dernier mot, quel poids de la diplomatie franco-allemande face au groupe de Visegrad lors de ce prochain Conseil européen? Elle est absolument fondamentale parce que on sait aujourd'hui que l'Allemagne est dans une situation affaiblie, là où elle était leader auparavant. Et donc le fait que le président de la République ait pris cette initiative, où le couple franco-allemand se remet enfin en mouvement pour convaincre les autres pays qu'on est capable de trouver des solutions, c'est finalement le seul rempart, même s'il est difficile, vous avez raison, Monsieur Dumont. C'est la voie la plus difficile, qui est celle que nous privilégions. C'est la seule solution pour que demain, on n'ait pas les replis sur soi. On le voit en Europe de l'Est. Et moi, j'ai envie d'une Europe qui ne soit pas l'Europe de Trump, où on partage les familles avec les mamans d'un côté et les enfants de l'autre. Donc la seule voie possible, c'est une voie d'humanité, et elle est nécessairement partagée entre tous les pays de l'Union européenne, sans réglementation différenciée en fonction des pays. Allez, on en vient cette fois à la politique sociale. Faut-il réformer le RSA, le revenu de solidarité, le conditionner à du bénévolat ou un accompagnement vers l'emploi? C'est en tout cas la décision du Haut-Rhin qui a été validée par le Conseil d'État. Le député Eric Stroman, député Les Républicains, qui a mis en place cette expérimentation, a demandé au gouvernement son regard sur cette initiative. Écoutez la réponse de la ministre des Solidarités, Agnès Buzyn. En ce qui concerne le bénévolat, je vais être très claire. Je rappelle que cette question relève d'abord de l'action des départements qui exercent la compétence de l'insertion professionnelle des bénéficiaires du RSA. Le Conseil d'État a rappelé que l'accord des personnes est requis et que le bénévolat ne peut pas leur être imposé. Ce qui m'importe, c'est la réalité du contrat d'engagement qui doit prévoir des modalités d'insertion et un véritable accompagnement pour le retour vers l'activité et l'emploi. C'est non seulement ce que prévoit la loi, mais c'est aussi un gage d'efficacité, et quels que soient les choix qui seront réalisés par les départements, je demanderai de l'efficacité en termes d'insertion et de retour vers l'emploi. Je vous remercie. Pierre-Henri Dumont, le département du Haut-Rhin va donc faire figure de département pilote sur cette question, puisque cela va être mis en place. Pourquoi justement conditionner le RSA? Plus qu'un département pilote, ce sera un département exemple. Pour moi, et pour beaucoup de députés des Républicains, la notion cardinale est la notion du mérite. Et que donc, quand on parle de RSA, le R de RSA, c'est revenu. Et toute peine mérite salaire, mais tout, entre guillemets, salaire mérite une petite action au service de la communauté. C'est ce que moi-même j'ai mis en place dans la collectivité dont j'étais maire, où toutes les bénéficiaires de l'épicerie sociale et solidaire devaient faire quelques petites heures de bénévolat lors de la sécurisation de brocantes, de kermesses ou de ducasse. Et ça permet également de pouvoir avoir des personnes qui retrouvent confiance en elles, qui sont très souvent très éloignées de l'emploi et qui ont comme ça cette capacité de se sentir utiles pour le reste de la société. Ça offre un nouveau regard sur ce qu'on a pu appeler l'assistanat, mais qui en réalité est une mesure de justice sociale. Et ça peut permettre, comme moi j'ai pu le faire par exemple dans ma commune, de trouver des vraies pépites qui avaient
jamais beaucoup travaillé, toujours été très éloignés de l'emploi et qui étaient tellement volontaires qu'on a pu petit à petit les intégrer, les insérer dans l'emploi. C'est donc une mesure parfaitement cohérente de pouvoir demander ces petites heures de bénévolat et je regrette que Madame la Ministre, Agnès Buzyn, n'ait pas pu enfourcher cette proposition qui a été faite par les Républicains pour pouvoir demander au département de l'appliquer et de le mettre en place, ou même de faire et d'offrir un cadre législatif national à cette mesure qui est vraiment l'essence même de la création du RSA. Est-ce une mesure, est-ce une initiative qu'il faut encourager, Patrick Mignola? Oui, je le crois, parce qu'il n'y a pas que le département du Haut-Rhin qui l'avait fait. Moi, je me souviens, il y a quelques années, le département du Rhône l'avait fait quand il s'agissait de faire les vendanges dans le Beaujolais. Il y avait une proposition qui était faite basée sur le volontariat pour que les personnes qui touchaient le RSA puissent aller participer aux vendanges, parce que vous savez qu'on a toujours des difficultés pour trouver des vendangeurs. C'est assez formidable parce qu'à la fois, ça fait correspondre effectivement à un effort, à un revenu, et je suis d'accord avec ce que vous dites, Monsieur Dumont, et en plus, derrière tout ça, il y a de la dignité humaine, il y a de la reconnaissance. Alors, évidemment, toutes les personnes qui touchent le RSA ne sont pas en capacité de travailler même bénévolement. Et c'est pour ça que c'est bien que le RSA soit traité par les départements. Parce que avec les départements sur le terrain, on sait ce que sont les personnes, quels ont été leurs chemins, les difficultés éventuelles personnelles ou de santé qu'elles peuvent avoir. Et dans ce cas-là, il y a un certain nombre de personnes auxquelles les départements ne devront pas demander ces efforts supplémentaires parce que elles sont tellement loin de la réinsertion professionnelle que la valeur d'une société, c'est aussi la capacité à s'occuper de ses plus fragiles. En revanche, leur donner une chance de se remettre le pied à l'étrier, c'est bien pour eux, puis c'est bien pour leurs enfants. Parce que c'est bien que les enfants voient que les parents se lèvent le matin, se lavent, se rasent et vont au boulot. C'est la première dignité. Cela nécessite un accompagnement par les départements. Ça nécessite évidemment un accompagnement par les départements. Il faudra trouver les départements volontaires. Et étant élu du Pas-de-Calais, j'invite le département du Pas-de-Calais à saisir cette balle au bond. J'étais également conseiller départemental, je ne suis plus du Pas-de-Calais. Mais je pense que pour qu'on soit parfaitement dans un cadre institutionnel extrêmement clair, il faut que l'État fixe quelques lignes. Et que chaque département ne peut pas en réalité être seul face à ce défi qui est un défi immense. Et que c'est le rôle de l'État demain, de pouvoir guider les départements, d'avoir un code de bonne conduite, de bonnes actions, pour réussir à être en effet le plus efficace possible, tout en ayant cette gestion décentralisée au département, afin de ne pas faire n'importe quoi, de respecter la dignité de chacun, et surtout, comme vous l'avez dit, je pense qu'on est parfaitement d'accord sur ce sujet, il faut redonner une dignité à ces personnes qui sont très éloignées de l'emploi, donner un exemple aux enfants qui voient leurs parents se lever et être utiles à la société. Je pense que c'est vraiment le thème clé, c'est être utile à la société. L'État doit-il donner un cadre législatif, justement, un cadre tout court à ce type d'expérimentation pour l'étendre, Patrick Mignola? Moi, je ne crois pas. Moi, je suis très favorable à la différenciation territoriale. Les situations sont très différentes et donc il faut laisser les départements travailler. Enfin, vous ne pouvez pas prétendre qu'on ne doit pas faire les 80 km/h de la même façon partout et qu'il faut laisser les départements diriger. Et puis, lorsqu'il s'agit du RSA, expliquer que ce n'est pas au département de faire et qu'il faut une loi nationale. Différenciation donc entre les territoires, on l'a bien compris. Alors on en vient à ce malaise. L'ex-PDG du groupe Carrefour, Georges Plassa, a perçu 3,9 millions d'indemnités de départ sous forme de clause de non-concurrence. En tout cas, c'est ce qu'il aurait dû percevoir. Le député Alain Brunel, député GDR, s'en est ému dans l'hémicycle cet après-midi. Écoutez le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, sa réaction justement. On ne récompense pas l'échec. Le président de Carrefour a laissé une entreprise dans une situation moins bonne que celle où il l'avait trouvée. Personne ne peut comprendre qu'il se serve des primes d'un montant aussi élevé que celle qu'il avait voulu se servir. Dès samedi matin, j'ai appelé le président de Carrefour pour lui dire que ces pratiques ne pouvaient pas continuer. J'ai appelé les représentants du patronat pour leur dire que ces pratiques étaient inacceptables. Et mesdames et messieurs de l'opposition, les résultats sont là. Le président de Carrefour a dû renoncer à une partie de ses indemnités. Pierre-Henri Dumont, pourquoi cette agitation sur les bancs de la droite? Parce que pour nous, la vertu cardinale, je l'ai dit dans le sujet précédent, c'est le mérite. Et qu'une personne qui a failli, qui n'a pas mérité sa prime de départ, ne doit pas l'avoir. Et que, évidemment, quand on voit qu'une personne qui avait 13 millions d'euros de salaire annuel, qui part avec une prime de 9 ou 10 millions d'euros, prime de départ qui est rabaissée à 4 suite à un coup de fil du ministre de l'économie,
Pour moi, ça ne devrait pas être 4, ça C'est devrait pas être 0. suffisant. Ça devrait être 0. Enfin, soyons très honnêtes. Quand on est à 13 millions d'euros par an de salaire et qu'on a échoué dans sa mission, on devrait repartir honteux sans aucune prime. Vous partagez cette indignation, Patrick Mignola? Oui, totalement, parce que il faut se rappeler d'une chose. C'est que le patron de Carrefour, c'est pas un patron. Moi, je suis chef d'entreprise. Je suis propriétaire de mon entreprise. Si je fais de mauvais résultats, si ma boîte dépose le bilan, demain, je suis responsable personnellement. Personne ne me versera quasiment un an de salaire si ma boîte se plante. Donc c'est ridicule. Moi, je suis favorable à des entreprises patrimoniales. Quand on prend son risque, on rémunère son risque, parce que demain, on peut tout perdre. Mais quand on ne prend pas de risque, parce qu'on est nommé par un consortium d'actionnaires, comment peut-on se comporter de telle sorte qu'on prenne que le bon, et puis si on échoue, on est récompensé quand même d'avoir échoué. Faut-il légiférer justement sur ces rémunérations Mais évidemment qu'il faut légiférer. Parce que le ministre a parlé d'un code de conduite, mais un code de conduite, c'est interne aux entreprises. Et puis c'est pas suffisant. Ça fait des années que le MEDEF et la CPME, et Dieu sait si j'ai du respect pour les chefs d'entreprise, mais moi au moins je peux le dire, je le suis. Ça fait des années qu'ils promettent qu'ils vont faire un code de déontologie. La preuve c'est que ça marche pas. Alors peut-être que la déontologie marche mieux pour les médecins que pour les chefs d'entreprise, mais désormais, puisque les entrepreneurs sont incapables de mettre de la morale et de l'éthique dans la rémunération des plus grands dirigeants, il faut que la loi passe. Et nous porterons ce message lors de la loi Pacte. Pierre-Henri Dumont, faut-il légiférer? Oui, bien évidemment, on voit bien que ce type de rémunération et de prime de départ parfaitement en dehors de tout cadre intellectuellement normal, et facilement compréhensible par la population, choque. En effet, il n'y a pas de risque pris par le PDG de Carrefour, qui est là en tant que grand administrateur, mais pas en tant que responsable personnel du devenir des personnes, des habitants, et surtout de l'aménagement du territoire. Parce que n'oublions pas que derrière ces 2000 emplois qui vont disparaître, ce sont également beaucoup de petites supérettes, beaucoup de petits magasins de proximité. Avec 243 magasins DIA arrachés par le groupe Carrefour qui vont être fermés. C'est ça. Dans des petites villes, dans des petits bourgs, dans des cœurs de villages, et qui vont créer à nouveau une sorte de désespérance sociale, rurale, et où des personnes vont reprendre leur voiture pour aller faire 10, 15, 20 km pour aller se réapprovisionner. Et ça sera le mot de la fin. Merci à vous. On portera ça ensemble. Merci, on l'a bien noté. Merci à vous, Pierre-Henri Dumont, à Patrick Mignola. Je vous propose tout de suite de regarder cette image du jour, l'hommage de l'Assemblée à Edgar Faure et Philippe Séguin. 2 plaques commémoratives ont été inaugurées, vous le voyez dans l'hémicycle, avec cette plaque donc pour Philippe Séguin, qui fut président de l'Assemblée nationale en 1993. Pour Edgar Faure, c'était en 1973. François de Rugy a donc rendu hommage à ces 2 grandes figures de la République. Et j'en profite pour vous indiquer que vous pouvez retrouver sur le canal 100% de la chaîne parlementaire ou sur notre site lcp.fr les débats sur la bioéthique en commission conjointe, commission des lois et des affaires sociales. Les députés se penchent sur les thèmes de la procréation et de la société. Des thèmes donc passionnants à retrouver sur le canal 100% et sur notre site. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Très bel après-midi à tous sur les chaînes parlementaires.